Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation de la série consacrée à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de gestion de la faune dans les concessions forestières d'Afrique centrale. Cette série de formations a été créée dans le cadre d'un projet porté par l'ASBL Nature Plus et en collaboration avec Jean Blou Agrobiotech. Ce projet s'intitule Formation et diffusion des outils de gestion de la faune à destination des acteurs de la gestion forestière du bassin du Congo. Ce projet a été financé par le programme PPECF et cofinancé par l'Union européenne. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo de formation. L'exposé que je vais vous présenter aujourd'hui a été conçu par Barbara Auré de Nature Plus. Je m'appelle Eric Arnem et j'ai travaillé pendant 20 ans dans le secteur de la conservation en Afrique centrale. J'ai aidé de nombreuses entreprises forestières sur cette thématique de la gestion de la faune. Aujourd'hui, je suis consultant formateur sur cette formation pour Nature Plus. Voilà, et bien, aujourd'hui, nous allons parler de la technique Adaptive Reiki Transect Sampling, ou ARTS, son acronyme. Alors, je suis particulièrement heureux de vous présenter aujourd'hui cette technique-là, parce qu'en réalité, c'était avec mon collègue Oliver Fankem et moi-même que nous avons conçu et nous avons développé cette technique dans le cadre d'un projet qui s'appelait le Wildlife Wood Project de la Zoological Society of London entre 2007 et 2012. Donc nous avons développé cette technique pour répondre à finalement cette préoccupation que nous avions à l'époque dans le cadre de ce projet, qui était l'impact direct de l'exploitation forestière sur cette espèce, les chimpanzés. Alors pourquoi est-ce qu'on va se focaliser aujourd'hui sur le chimpanzé? Eh bien parce que c'est une espèce qui est particulièrement vulnérable à l'exploitation forestière. Il faut savoir que les chimpanzés vivent en communauté dans lesquelles il y a des mâles, il y a des femelles, mais tous les membres de cette communauté ne se retrouvent pas toujours ensemble au même moment. En fait, ils ont une structure sociale qu'on appelle en fission-fusion. Donc, à l'intérieur de cette communauté, il y a des petits groupes de quelques individus qui se créent et puis qui se séparent à nouveau. Et donc, ces chimpanzés sont frugivores et ils vont donc prospecter d'arbre en arbre pour voir s'il y a la présence de fruits. Et c'est justement le fait qu'ils dépendent de ces ressources, de ces arbres ressources, qu'il va les rendre totalement territoriaux. Donc, effectivement, cette communauté de chimpanzés va protéger les arbres qui leur servent de ressources. Et il va les protéger contre qui? Eh bien, contre les groupes de chimpanzés voisins. Et donc, cette espèce est territoriale et il serait très intéressant de pouvoir connaître et de cartographier ces différents territoires afin de pouvoir les prendre en compte lors de la planification, donc des opérations d'exploitation forestière. Alors de manière schématique, on peut imaginer qu'un territoire de chimpanzé, ben, ça ressemble à peu près à ceci. Donc ça a une forme améboïdale quelconque. Et en Afrique centrale, dans les forêts d'Afrique centrale, ces territoires ont plus ou moins 20 km². Bien sûr, ça peut changer en fonction de la taille de la communauté, mais on va dire que comme il n'y a pas beaucoup d'écrits scientifiques sur cette question de territoire des chimpanzés et de caractérisation des territoires, eh bien on va rester plus ou moins sur cette donnée de 20 km². Ce qui fait en sorte que un territoire de chimpanzé, eh bien, il fait plus ou moins 4 à 5 kilomètres de large. Donc les membres de cette communauté de chimpanzés vont parcourir leur territoire, mais pas de manière uniforme. Il faut savoir que les chimpanzés vont faire des nids de nuit, donc des espèces de lits dans lesquels ils vont dormir chaque nuit. Chaque nuit, ils vont refaire un nouveau nid et ces nids ne sont pas distribués de manière uniforme dans le territoire. Il y a des zones où ces nids se concentrent un petit peu plus. Et c'est ce qu'on appelle donc un noyau, le noyau du territoire des chimpanzés.
Alors en termes de taille, on va parler de quelque chose qui est un petit moins d'1 km² jusqu'à 2 km². Et c'est une zone donc de forte concentration en nids. Et de fait, les femelles chimpanzés d'une communauté vont passer entre 80 et 90% de leur temps au sein de ce noyau et ne vont pas donc en sortir ou en sortir que très rarement. Par contre, d'autres membres, et notamment les mâles, vont sortir de ce noyau et patrouiller leur territoire. Et ce territoire, eh bien, il est marqué par des frontières qui sont naturelles, principalement. Et par exemple, ici, on va parler de rivières notamment. Donc, le territoire va prendre la forme d'une poche forestière entre deux rivières. Mais le territoire va également être contraint par la présence de communautés voisines, représentées ici sur ce schéma. Alors, les territoires peuvent se superposer, comme on le voit ici. Hem, il y a clairement des zones de superposition. Par contre, ce qui ne se chevauche jamais, ce sont les noyaux. Donc les noyaux, c'est vraiment les noyaux des territoires, c'est vraiment la partie exclusive, d'une communauté. OK? Donc les chimpanzés de la communauté A ne vont jamais se retrouver dans le noyau de la communauté B. Par contre, il se peut qu'ils patrouillent, en fait, qu'ils aillent prospecter un petit peu cette zone qui est un peu une zone de flou ici. Et donc pour cette technique de Adaptive Reiki Transect Sampling ou la technique ARTS, eh bien, on va faire une combinaison entre des transects de reconnaissance et des transects linéaires. Et on va surtout effectuer un effort d'échantillonnage accru dans les zones où on a le plus de chances de trouver donc ces nids de chimpanzés en abondance. Alors pour la partie Reiki, ça c'est assez simple, hein, on utilise toujours la même technique que les méthodes, les transects de reconnaissance. Donc on va relever des indices de présence animale, pas que des chimpanzés, mais animal, sur une bande de 2 mètres, 1 mètre de part et d'autre du Riki. Et là, on va y prendre des informations sur les indices de présence animale, indices de présence humaine, etc. Bien sûr, on va toujours considérer qu'une observation doit être indépendante de la suivante. Donc, une observation, c'est un indice de présence d'une espèce qui a le même âge et qui est distant de moins de 50 mètres. Et pour la partie adaptative, donc la partie des transects linéaires, eh bien, on va réaliser ces transects linéaires supplémentaires dans les zones où il y a des nids, où il y a plus de probabilité de trouver des nids, c'est-à-dire là où il y a déjà un nid de chimpanzé qui a été détecté. Et donc les conditions de réalisation de cette technique, eh bien, sont pareilles aux marges de reconnaissance. Et on va également parcourir ces transects de reconnaissance, ces Riki, à la vitesse maximale de 1 km à l'heure, ce qui va nous permettre de pouvoir bien repérer les indices de présence animale tout le long du Riki. Alors ici, vous avez un schéma, une carte de ce qu'il faut faire. Imaginez que vous ayez votre zone à inventorier qui est ici représentée par cette forme en noir. Donc ça, c'est la zone à inventorier. Et disons qu'il y a une route d'accès ici qui borde la zone à inventorier. Ok. Première chose à faire, c'est de superposer une grille virtuelle de mailles de 1 km sur 1 km sur cette zone à inventorier. Et ensuite, on va créer des parcours théoriques qui nous permettent d'aller dans chaque cellule de la maille et revenir finalement à notre point de départ. Ce cap théorique passe, comme je l'ai dit, au travers de chaque maille. Et c'est ce cap théorique que nous allons suivre pour pouvoir faire notre marche de reconnaissance. Donc une marche de reconnaissance, si vous vous rappelez la leçon sur cette technique-là, eh bien on a dit qu'on regardait tous les indices de part et d'autre du Reiki,
1 mètre de part et d'autre, et que ce transect de reconnaissance, cette marge de reconnaissance, en fait, elle parcourt les chemins de moindre résistance. Ça veut donc dire que on ne va pas forcément aller tout droit, mais on va zigzaguer en allant à chaque fois trouver les endroits qui sont les plus faciles d'accès. Donc on va pas être capable de suivre exactement le cap théorique, mais on va zigzaguer autour de ce cap. Alors ici, je vais vous expliquer comment ça fonctionne donc dans le cadre de la technique ARTS. Donc on a ce fameux cap théorique dont on vient de parler. Il est fonction de cette maille, de, donc de cette grille en fait de 1 km sur 1 qu'on va superposer sur la zone d'étude. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi 1 km. Et en fonction de ce cap théorique, eh bien, il va y avoir une marge de reconnaissance, un Riki qui va être fait tout le long de ce parcours théorique. Et là, on va noter donc qu'entre deux passages, il y a un écart d'environ 1 km. Et ça, c'est parce que on va vouloir justement, grâce à ce parcours, on va vouloir toucher, ou en tout cas pénétrer dans un noyau de territoire de chimpanzés. Donc une zone où il y a une plus grande abondance, en tout cas une plus grande probabilité de détecter un nid de chimpanzés. Et donc ce nid de chimpanzés, le voici ici représenté par la petite étoile jaune. Et quand on va trouver, quand on va détecter, quand on va repérer ce nid, on va vouloir faire un échantillonnage un peu plus accru, un peu plus intense pour voir justement ce qu'il y a autour, puisqu'on est supposé avoir d'autres nids aux alentours. Et donc, cette façon d'échantillonner de manière adaptative, hein, c'est ça le adaptive Ricki Transect Sampling, donc échantillonnage adaptatif, eh bien on va réaliser une croix de transects linéaires cette fois. On n'est plus dans des transects de reconnaissance, on est bien dans des transects linéaires. Et on va faire une croix dont chaque branche va faire exactement 250 mètres. Et cette croix, on ne va pas exactement la positionner là où on a détecté le nid, mais plutôt, si on utilise, et je vous le recommande fortement, d'utiliser des GPS et des coordonnées en UTM, donc Universal Transverse Mercator, on va pouvoir aller se rapprocher du point dont les coordonnées sont des multiples de 250 en coordonnées UTM. C'est-à-dire que si vous avez des coordonnées UTM ici, par exemple pour la longitude ou pour la latitude, ici vous avez la latitude, vous aurez normalement 6 chiffres, et bien les 3 derniers, comme en coordonnées UTM on s'exprime en mètres, les 3 derniers devraient être un multiple de 250. Et ici pour la longitude, c'est la même chose. Donc il y aura 6 chiffres et les 3 derniers devront être un multiple de 250. Ici on a 500. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important par la suite. Si sur une des branches des transects linéaires supplémentaires qu'on a créés, on trouve et on détecte à nouveau des nids de chimpanzés, eh bien on va créer 3 nouvelles branches. 3 nouvelles branches qui vont également, comme pour la première croix, suivre les points cardinaux principaux, c'est-à-dire nord, sud, ouest et est. Et donc, comme on a trouvé un nid de chimpanzé sur cette branche qui descendait vers le sud, eh bien on va rajouter les 3 branches, ouest, est et sud encore une fois. Et on va poursuivre cette pratique jusqu'à ce qu'on ne trouve plus de nid de chimpanzé. Si on avait trouvé un nid de chimpanzé sur la branche du haut, ici, on aurait dû refaire de nouveau 3 branches en plus, donc 750 mètres de transecte linéaire, et chaque nouvelle détection va nous obliger à poursuivre en étendant notre réseau de transects linéaires qui vont justement, si on utilise bien des coordonnées
qui sont des multiples de 250, eh bien, à chaque fois qu'on va les faire, on va pouvoir faire un véritable réseau dont les pointes des transects vont finalement se toucher. C'est ça, c'est la raison pour laquelle il est absolument important de ne pas commencer la croix n'importe où, mais bien de la commencer là où on a une coordonnée en multiple de 250 quand nous sommes en UTM. Et donc ainsi de suite, on continue tant qu'on a des nids de chimpanzés qui sont détectés, et vous voyez qu'à la fin, eh bien, il y a toute la périphérie, finalement, ce sont des branches qui n'ont pas obtenu de détection. Bien sûr, il arrive parfois qu'on trouve un nid de chimpanzé, on fait une croix, il n'y a plus rien d'autre. Ça peut être évidemment un nid de chimpanzé qui se trouve en dehors du noyau, donc dans une zone où il y a moins d'abondance de nids, mais comme ça, on fait notre croix, on ne trouve plus rien d'autre, et bien on continue simplement. Donc pour récapituler, ici on va considérer les sites de nids, et non pas simplement les nids. Pour chaque site de nid trouvé, et un site de nid peut n'avoir qu'un seul nid, eh bien, nous allons créer un transect en croix de 4 branches qui font chacune 250 mètres et qui sont orientées nord-sud et est-ouest. Et comme je l'ai expliqué là tout de suite, le démarrage de la croix se fait au niveau du nœud de la maille qui est la plus proche du nid détecté. Et quand on regarde les coordonnées en UTM, ça doit être toujours un multiple de 250. Donc les 3 derniers chiffres, aussi bien de la longitude que de la latitude, doivent être soit 250, 500, 750 ou 000. Si un nid est repéré sur la croix, eh bien on va ouvrir 3 nouvelles branches. Donc, si un nid est repéré sur une des branches de la croix, eh bien, on va ouvrir les 3 suivantes et chacune vont faire 250 mètres. Et quand on trouve un nid, quand on le détecte depuis une des branches, eh bien, on ne va pas s'arrêter là, on va effectivement essayer de prendre le point GPS de tous les nids qu'on va pouvoir trouver et certainement ceux qui font partie du même site que le nid qui a été détecté. Donc il va falloir sortir à un moment donné du transect linéaire et que l'observateur puisse fouiller les environs, donc dans un rayon de 50 mètres autour du nid détecté, afin de voir s'il y a d'autres nids dans les arbres qui appartiennent au même site. Et on va poursuivre de cette façon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun nid, aucun nouveau site qui ne soit observé. À ce moment-là, on va reprendre le Riki au niveau du premier nid qui a été détecté. Donc ici, ce petit schéma reprend un petit peu ce qu'on vient d'expliquer, avec la création donc d'un réseau de croix, un réseau de transects linéaires qui qui va être plus développé en fonction de la quantité, de la densité des nids des chimpanzés qu'on retrouve dans cette zone. Mais bien sûr, il peut y avoir des nids isolés qui soient en dehors du noyau et pour lesquels il y a seulement la création d'une seule croix à 4 branches. On ne trouve rien d'autre sur les branches de la croix et donc on poursuit avec notre Riki. Une petite note maintenant sur le fait que les chimpanzés font des nids de nuit, comme je l'ai expliqué, mais il y a une autre espèce qui en fait aussi, c'est le gorille. Et le gorille fait des nids au sol que le chimpanzé ne fait pas. Mais il arrive parfois aussi que le gorille fasse des nids dans les arbres qui peuvent être confondus avec des nids des chimpanzés, certainement quand les nids au sol des gorilles se dégradent, donc n'apparaissent plus, et on ne retrouve plus que les nids arborés. Donc, il y a une confusion possible, mais ce n'est pas très grave pour nous, pour notre technique, parce qu'en réalité, tout ce qu'on va prendre en compte, c'est un nid dans un arbre. Point. Un nid dans un arbre, on va le considérer comme étant notre unité de détection. Peu importe que ça soit gorille ou que ça soit chimpanzé. S'il s'avérait
que ce nid était un nid de gorille. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de densité de nids de gorille à proximité du premier qui a été détecté. Et donc, dans ce moment-là, enfin, du premier site, pardon. Et donc, à ce moment-là, il y a la croix, on va probablement seulement faire une seule croix et il ne va pas y avoir de branches supplémentaires à cette première croix. Alors, en ce qui concerne l'équipe de travail, eh bien, c'est tout à fait similaire à ce qu'on pourrait trouver dans, en utilisant la technique des Reiki. Donc, la première personne qui est à l'avant, c'est un machetteur qui, comme on fait un Reiki, a priori, il va simplement trouver en fait le chemin de moindre résistance. Il n'aura pas donc besoin d'utiliser beaucoup la machette, il va surtout utiliser son sécateur pour pouvoir ouvrir la voie. Derrière lui viendra un boussolier qui va s'assurer qu'on suit le cap général, donc le cap théorique. Et donc, il va utiliser non pas seulement une boussole ici, mais surtout son GPS et il va tenter de rester plus ou moins sur le cap théorique. On se rappellera que pour les Reiki, on a le droit de dévier sur un angle de plus ou moins 40 degrés. Et ces machetteurs et boussoliers vont avoir un travail supplémentaire à faire quand il s'agira maintenant de faire des transects linéaires supplémentaires. Eh bien, et ce sont ces deux personnes de l'équipe qui vont être chargées de les tracer. Et cette fois-ci, on n'est plus sur des chemins de moindre résistance, on est vraiment sur des transects linéaires. Donc là, on a intérêt à être très très précis et on suit exactement le cap, comme je l'ai dit, nord-sud, plein est ou plein ouest. Et donc, après le machetteur et le boussolier, viennent maintenant les observateurs. Et il y a certainement un observateur qui doit être dédié à la fonction de chercher des nids de chimpanzés dans la canopée. Et quand on est en mode Reiki, à ce moment-là, le deuxième observateur peut également prendre note de tous les indices de présence animale qui ont été trouvés sur le sol. C'est également le deuxième observateur qui va se charger de prendre toutes les notes et de prendre les points GPS des différentes observations. Et encore une fois, comme dans la technique des Reiki ou la technique des transects linéaires, les porteurs viennent toujours derrière et ce afin de ne pas, avec leurs pas, eh bien, effacer d'éventuelles traces de présence animale. Idem ici, qu'est-ce qu'on relève comme indice sur les Reiki? Ben, des indices de présence animale et des indices de présence humaine. Les observations directes, bien sûr, qu'elles soient visuelles ou acoustiques, mais également des indices indirects de présence, tels que des crottes, des nids, des terriers, des empreintes ou des restes alimentaires. Ça, c'est exactement comme pour la technique des Reiki, puisqu'en réalité, il s'agit bien ici de faire un Reiki. Et qu'est-ce qu'on collecte comme données? Bien, comme d'habitude, on essaye d'identifier justement l'animal qui a laissé cette trace, le type de signe, le type d'indice, le type de trace. Et là, on va s'assurer quand même de pouvoir prendre un point GPS, un waypoint, à chaque observation. C'est important pour cartographier et certainement ça le sera pour les nids de chimpanzés qui seront retrouvés, repérés sur les branches de transects linéaires. Et alors on l'a vu, c'est important de déterminer l'âge de l'indice ou son état de fraîcheur afin de pouvoir classifier les indices, classifier les traces et certainement à obtenir des observations qui soient indépendantes. Voilà, on a fait notre travail de terrain, on a fait nos Reiki, on a fait un réseau de transects linéaires à chaque fois qu'on a repéré un site de nid de chimpanzé. Maintenant, comment est-ce qu'on va analyser toutes ces données? Eh bien, c'est très facile. Pour la partie Reiki, on va découper ce parcours en segments de 1 km. Et ça, c'est très facile puisqu'on avait déjà superposé une grille virtuelle de 1 km sur 1. Donc en fait, on va simplement utiliser un outil SIG afin de calculer un indice kilométrique d'abondance pour chaque cellule de cette grille
Alors cet IKA, hein, cet indice kilométrique d'abondance, il peut être spécifique quand il s'agit d'une seule espèce ou global, évidemment, pour voir s'il y a des zones qui sont plus riches en indices de présence animale que d'autres. Donc ça, c'est pour la partie Reiki. Maintenant, pour la partie qui concerne les chimpanzés, on va vouloir donc cartographier ces noyaux des territoires des communautés de chimpanzés où il y a donc, en théorie, une plus grande densité de nids. Et on va pouvoir donc délimiter, puisque voilà, ce sont un peu comme des villages, hein, il n'y a pas forcément une frontière nette, en tout cas pas au noyau du territoire. Et on va donc, pour nous pouvoir le visualiser sur une carte, on va simplement le rassembler au travers de polygones minimum convexes. Et là aussi, on peut utiliser un outil SIG pour nous aider à le faire. Et ça va nous permettre, on pourrait même le faire avec une carte de chaleur, hein, une heat map comme on dit. On peut également trouver des zones de plus forte concentration en nid de chimpanzés. Et là, on va prendre simplement tous les waypoints qui ont été pris sous des nids de chimpanzés. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici donc à gauche le parcours qui a été effectué. Vous voyez que de temps en temps, eh bien, il y a des croix de transects linéaires qui ont été réalisées. Et vous voyez qu'il y a surtout une zone ici qui se démarque un petit peu parce qu'elle a été l'occasion de réaliser plus de transects linéaires supplémentaires, ce qui a créé tout un réseau justement, et que c'est toujours dans cette zone-là, donc on a vraisemblablement trouvé plus de nids arborés. D'accord? Et quand on analyse les waypoints des nids arborés qu'on a trouvés, eh bien, au final, on voit ici, dans cette assiette de coupe, eh bien, on voit qu'il y en a eu plusieurs. Effectivement, il y a une zone de concentration ici. Alors, si on élimine 5% ou 10%, par exemple, euh, ce qu'on appelle les outliers, donc les nids qui sont les plus éloignés des autres, eh bien, on se rend compte qu'il y a pratiquement, en réalité, deux zones de concentration, une verte et une bleue ici. Et donc, ce qu'on va trouver là, la forme là, c'est un polygone minimum convexe. Donc, c'est-à-dire une forme, hein, un polygone, c'est une forme qui va avoir la surface minimale nécessaire pour englober tous ces nids. Alors ici, il y a une petite erreur parce que normalement, on est convexe, ça veut dire qu'on tourne toujours dans le même sens. Sauf qu'ici, il y a vraisemblablement eu une petite erreur au moment de la cartographie, puisqu'on ne fait pas d'incursion vers l'intérieur pour ressortir. On doit bien englober le tout pour faire un polygone minimum convexe. Et voilà, ça nous permet donc de cartographier un proxy. Alors, ce n'est pas exactement la cartographie du noyau de la communauté de chimpanzés, mais c'est un proxy qui peut nous simplement nous dire là où il y a plus de densité de nids de chimpanzés. Et donc, on est probablement en présence du noyau du territoire des chimpanzés de cette communauté. Alors, quelques recommandations, notamment justement pour pouvoir réduire l'impact direct de l'exploitation forestière sur les chimpanzés. Je vais insister sur cet impact direct parce que très souvent, l'exploitation forestière a un impact qui est indirect sur la faune, notamment au travers de la recrudescence de la chasse. Mais dans ce cas-ci, dans le cas du chimpanzé, on est sur un impact direct. Effectivement, les chimpanzés, comme on l'a dit, sont territoriaux et si on les pousse en dehors de leur territoire, ils vont se retrouver à rentrer en conflit avec les communautés voisines. Et chez les chimpanzés, ces conflits peuvent être extrêmement violents, peuvent même aboutir à des lésions corporelles, voire à la mort des chimpanzés, donc ils sont réellement battus à mort par les chimpanzés de la communauté voisine. Donc tout va être fait de façon à ce qu'on va éviter de pousser une communauté de chimpanzés vers la communauté voisine. C'est pourquoi, quand on va organiser les activités d'exploitation, on va préférer travailler de l'extérieur
de ce noyau, en tout cas du centre des territoires, vers l'intérieur, de façon à ce que les perturbations sonores, etc., fassent en sorte que les chimpanzés se rassemblent dans leur noyau plutôt que s'écartent de leur noyau et entrent dans les territoires voisins. De la même manière, on va organiser les activités d'exploitation de façon à ne pas pousser les chimpanzés vers les frontières naturelles des territoires, mais plutôt les rassembler vers le cœur de leur territoire. Donc typiquement, dans une poche forestière, on va préférer vouloir travailler depuis le fond de la poche, proche de l'eau, de retour vers la crête et donc typiquement vers la route, de façon justement à ce qu'on évite de pousser les chimpanzés à partir au-delà de leurs frontières naturelles, de leur territoire. Et enfin, il y a quand même un gros travail qui est à faire au moment de délimiter les différentes assiettes de coupe. On va encore une fois préférer, alors ça dépend des pays, hein, les assiettes de coupe vont avoir différentes tailles. Mais notamment au Cameroun où ce projet avait commencé, eh bien, dans les concessions forestières, on était typiquement face à des assiettes de coupe qui faisaient également entre 20 et 50 kilomètres carrés. Donc, ces assiettes de coupe-là pouvaient très facilement englober un ou deux territoires de chimpanzés. Alors pour ça, on va préférer dessiner, délimiter les assiettes de coupe de façon à ce qu'elles soient plutôt longilignes, de façon à ce que quand il y aura des opérations d'exploitation forestière, on évitera d'occuper tout le territoire du chimpanzé. Mais si on a des assiettes de coupe qui sont plutôt longues et étroites plutôt que compactes, eh bien on aura moins de probabilité de recouvrir l'entièreté d'un territoire et donc pousser les chimpanzés en dehors de leur territoire. Et enfin, une fois qu'on a ciblé ces zones de forte densité en site de nid des chimpanzés, eh bien, on va peut-être vouloir surveiller un petit peu plus cette zone, peut-être organiser des campagnes de décablage qui vont permettre justement d'éviter à ce que des chimpanzés se blessent. Voilà, petite synthèse avant de terminer. Donc, avec cette technique ARTS, eh bien, on cible les moyens et les grands mammifères, mais principalement l'espèce chimpanzé. C'est forcément très utile d'utiliser cette technique au moment de la caractérisation initiale, donc de la concession forestière, au moment où on commence à la comprendre. Et ensuite, on peut l'utiliser pour faire des suivis avant-après exploitation, par exemple de la présence de ces noyaux de territoire. L'échelle spatiale, c'est très, ça va dépendre en fait de ce que vous avez comme situation, ça va dépendre du contexte. Ça peut être de localiser à très large. Au Cameroun, là où les assiettes de coupe annuelles sont généralement plus petites, je recommandais de travailler à l'échelle d'un bloc quinquennal, mais au Gabon, par exemple, où les concessions sont beaucoup plus larges euh, et les assiettes annuelles de coupe également, eh bien là, il y a peut-être pas, c'est peut-être pas nécessaire de travailler sur l'entièreté du bloc quinquennal, mais on peut se limiter à la surface de l'assiette de coupe. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir donc des indices relatifs d'abondance, des IKA. On va obtenir des informations sur la distribution spatiale et de plusieurs espèces. Et également, on va pouvoir donc identifier les territoires chimpanzés. La vitesse, ben, comme j'ai dit, ça c'était un peu l'inconvénient de la technique. Ça va être variable en fonction de la densité de nids de chimpanzés qu'on va trouver. Et finalement, en termes de niveau de complexité, on l'estime à moyen, tout simplement parce que voilà, il y a des petites mesures à prendre quand on est sur le terrain et des analyses un petit peu plus particulières avec des outils SIG qui sont nécessaires pour pouvoir sortir le plus d'informations de notre sondage avec la technique ARTS. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez trouvé cet exposé utile et je vous donne rendez-vous pour la prochaine formation. Ciao. Alors ceci clôture notre vidéo de formation
J'espère que l'exposé a été suffisamment clair pour vous et que vous allez pouvoir mettre en application les différentes notions que vous avez apprises. N'oubliez pas que vous avez toujours cet ouvrage de référence, hein, le guide Faune, que vous pouvez télécharger si vous ne l'avez pas déjà fait, et dans lequel vous allez trouver énormément d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me les envoyer à l'adresse qui s'affiche ici en dessous. Allez, je vous souhaite une bonne continuation dans tous vos projets.